On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Sciences et technologies. Les Africains seront-ils d'éternels consommateurs? Mardi. Comment stimuler les Africains à produire des biens de consommation accessibles à coût réduit? Mercredi. Relations conjugales. Est-il bon de raconter son passé à son conjoint? On garde le contact. Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Bonjour, bienvenue sur RTI2, on garde le contact, votre tribune d'interactivité à travers les réseaux sociaux, surtout la page Facebook, facebook.com/on garde le contact et aussi par le téléphone 22 40 12 54. Aujourd'hui, le sujet concerne les sciences et la technologie. Est-ce que l'Afrique est condamnée à être une grande consommatrice? En d'autres termes, est-ce que les Africains ne pourront pas du tout être au rendez-vous des inventions? On va être seulement condamné à consommer ce qu'on nous propose, 22 40 12 54 dans la seconde moitié de l'émission. On en parlera certainement, mais avant cela, la nouvelle est tombée ce week-end. A-t-on appris en tout cas le décès, la disparition de notre collègue Juliette Anzian, que vous allez apercevoir certainement en image. C'était donc le samedi. En tout cas, toute l'équipe s'est jointe à moi pour compatir à cette douleur et certainement vous aurez des informations relatives à la suite de ce triste événement. Voilà, c'est elle qui est là et l'animatrice vedette de l'émission Toupé. Voilà, Juliette Anzian, que beaucoup d'hommes ont connu, beaucoup de générations d'animateurs de la radiodiffusion et télévision ivoirienne ont connu, surtout des consultants comme Touré Emmaüs. Emmaüs, bonjour. Voilà, vous étiez vraiment lié à cette dame. Voilà. C'est une amie, une sœur. On était très liés, j'ai envie de dire, très liés d'ailleurs. Et je me rappelle tout récemment, on était ensemble, on échangeait un peu de ses ambitions, de ses objectifs. Donc elle avait régulièrement de me consulter quelquefois pour prendre conseil auprès de moi. Et je pense que c'est vraiment une sœur que je viens de perdre. Et donc je voulais m'associer, n'est-ce pas, à votre voix pour dire à toute la famille, à toute la Côte d'Ivoire également. D'accord. Seydina Cheikh. Chérif. Seydina Chérif. Je pense que sa disparition est une grande perte pour la culture africaine parce qu'elle animait une émission qu'on appelait Toupé, qui veut dire le Senangouya en malinké, une émission qui mettait en valeur la prévention des conflits en Afrique ici. Je pense que c'est une lourde perte pour la culture africaine. Patrick Ndiaka, bonjour. Bonjour Mohamed. Vous êtes de la jeune génération. Bien sûr. Juliette Anzian, je pense que elle a encadré pas mal de générations. Vous l'avez suivi. Beaucoup. On a eu la chance quand même de connaître ce genre de personnes qui ont apporté vraiment un plus en ce qui concerne l'animation en Côte d'Ivoire et tout ça. Et je pense qu'on n'avait pas fini de prendre certains conseils judicieux pour la suite de notre carrière en tant que jeune animateur et jeune journaliste. Et vraiment, c'est une grosse pète et vraiment, les mots vont nous manquer en ce qui concerne les qualificatifs qu'il va falloir attribuer à ce genre de personnes qu'elle a constitué dans le domaine de l'animation, du journalisme en Côte d'Ivoire. En tout cas, on dira adieu maman. D'accord, repose en paix. Ismaël Diop. Bon, on présente nos condoléances à la famille et je pense la même chose que Seydina. J'ai suivi ses émissions sur le Senangouya qui était une plateforme d'éducation pour les générations jeunes. Et je pense que j'espère que ça serait relayé et que ces efforts ne seront pas vains. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, désolation, tristesse en tout cas pour ce week-end, un samedi qui sera à jamais gravé dans les mémoires et surtout que le lendemain, c'était dimanche et c'est le dimanche généralement que l'émission se déroulait. J'imagine en tout cas l'embarras de la programmation africaine et aussi la tristesse qui peut sonner toute l'équipe de la grande famille radio-diffusion télévision ivoirienne. On va continuer ce magazine tout en nous intéressant cette fois à la première case. Cette case s'est ajoutée aujourd'hui, mais la première case, c'est la case des découvertes. Aujourd'hui, Patrick va nous amener dans un autre pays africain. Oui. Ce pays, c'est la République du Tchad. Mais avant le Tchad, il y avait une destination. Justement, il y avait la destination de la Mauritanie. Voilà, l'actualité oblige. Il fallait faire un tour du côté du Tchad avec tout ce qui se dit en ce moment. C'était toujours bon de faire découvrir aux téléspectateurs un peu les merveilles du Tchad.
comme encore Mohamed qui me surprend chaque lundi. D'accord. La télé est magique. On va se rendre au Tchad tout de suite et dans seulement quelques secondes, Patrick sera là pour nous donner les généralités sur cette destination africaine. هذا كل ندور ناقم كجيل شعرك سبيب أم كجيل شعرك سبيب الخيل أم كجيل شعرك سبيب أم كجيل شعرك سبيب الخيل ولا القادر مسكين ولا القادر مسكين. Extrait de la compilation Tchad Song, c'est une musique traditionnelle du Tchad. Patrick, les généralités, on va commencer certainement par la superficie de ce pays-là. Oui, la superficie de ce pays est de 1 284 000 km². On a aussi la Côte d'Ivoire, plus que la Côte d'Ivoire. Plus grande que la Côte d'Ivoire. Plus que la Côte d'Ivoire. Voilà, mais moins peuplée. Moins peuplée que la Côte d'Ivoire, voilà. Oui. Voici un peu la nuance. Donc, la population est estimée à quasiment 10 millions d'habitants dans ce pays-là. Grand pays, mais très peu d'habitants. La capitale, c'est bien sûr N'Djamena. Sans oublier qu'ils ont la même monnaie que la Côte d'Ivoire, c'est le franc CFA. Et la fête nationale est fixée pour le 11 août. Très bien. La porte d'entrée d'un pays, d'un espace, c'est certainement la ville. La ville. La ville peut parler de les centres urbains. Là-bas, bizarrement, la majorité des principales villes sont concentrées dans le sud. Raison, voilà, c'est, je veux dire, le nord avec l'avancement du désert et tout ça. Donc, les Tchadiens ont décidé de se concentrer un peu plus dans le sud, voilà, qui est un peu loin du désert. Alors, cela commence avec la capitale, justement, N'Djamena, avec 753 000 habitants. Ensuite, nous avons la ville de Mondour, avec 141 000 habitants, suivi de la ville de Sar avec 107 000 habitants. La ville de Abéché compte 77 000 habitants. La ville de Kélo, la ville de Koumra avec 37 000 habitants. Sans oublier que Bangor, la dernière ville principale du Tchad, compte exactement 29 000 habitants. Le pays est très peu peuplé, vous l'avez dit, oui. D'entrée, la densité de population est de 4,8 habitants au kilomètre carré. Exactement. La moitié de la population vit à l'ouest du Chari et il faut dire que sur 10%, 68% des Tchadiens sont ruraux. Voici encore un élément qui surprend. La majorité des habitants des pays africains sont concentrés plutôt dans la ville, mais ce pays-là, la majorité des habitants sont concentrés voilà, dans les villes de l'intérieur, on dira ça comme ça, les provinces de ce pays-là. C'est généralement en raison des occupations. Il s'agit de populations quasiment rurales, mais qui ont des activités qui ne vont pas avec la ville. Oui. Alors, au Tchad, on a réussi une prouesse. À côté du français, il y a une autre langue officielle. D'accord. Comme c'était le cas il n'y a pas longtemps, sinon le lundi passé avec le Sénégal, qui avait mis en exergue la deuxième langue, c'était bien sûr le Wolof. Là-bas, ils ont réussi à mettre aussi en première page, après le français, c'est bien sûr l'arabe. Mais il faut plutôt parler là-bas des familles linguistiques. Parce qu'il y a plus d'une centaine de langues dans ce pays. Alors tout est classifié dans des familles linguistiques. Et cela commence par la famille nilo-saharienne qui comprend les sous-groupes soudanais orientaux. Voilà, et les Soudanais, je veux dire, la Soudanais orientale, voilà, et centrale, voilà. Et ensuite, nous avons les familles afro-asiatiques qui comprennent justement les Tchadiens, les Tchadiens en personne. Et ensuite, nous avons les familles nigéro-congolaises qui comprend la grande famille de Adamawa. C'est un autre groupe ethnique qui réside bien sûr du côté du Tchad. Sans oublier que les langues véhiculaires sont l'arabe, le peul, le tchadien et beaucoup de langues, le songor. En tout cas, il y a une multitude de langues qui sont du côté du Tchad. D'accord. Sahara, Bongo et autres ethnies composent la grande famille des ethnies. Oui. Les Sahara Bongo, les Barguinéens, eux seuls constituent 20% côté pourcentage en ce qui concerne les ethnies les plus parlées au Tchad. Ensuite, nous avons bien sûr les Sahariens, avec un pourcentage de 9,6%. Sans oublier que les Agawa aussi, c'est une autre ethnie qui sont du côté du Tchad, voilà, sont vraiment représentés avec 6,4%. Sans oublier encore les Adawa qui occupent 6%. Mais il y a tellement d'ethnies qu'on n'a pas eu le temps de mentionner voilà, les ethnies du Tchad, mais eux seuls représentent à 19%. Voilà, comme le secteur agricole constitue la première ressource du pays. Oui, avec 60%, de la population active, elle occupe à 60% de la population et 45%
du PIB. C'est très impressionnant. Ils ont comme culture vivrière le riz, le sorgho et le millet. Il y a aussi comme culture industrielle la canne à sucre, la gomme arabique, le coton, autant de cultures qui permettent aussi à ce pays-là de bien vendre leur culture. Il y a aussi le pétrole. D'accord, on va combiner pour terminer l'éducation et la littérature. Voilà, l'éducation, il y a beaucoup d'efforts à finir à ce niveau, Mohamed, parce que là-bas, il n'y a que seulement 41% des hommes qui sont alphabétisés et 13% de femmes. Je crois que des efforts doivent être fournis. Ce n'est pas surprenant parce que tout le monde a tendance à travailler dans les champs côté agricole. Mais il faut aussi se cultiver et s'instruire. Donc, seulement 41% des hommes sont alphabétisés et 13% des femmes. Si nous parlons de littérature, je vais vous citer seulement que 3 noms qui sont distingués du côté du Tchad. Il y a bien sûr monsieur Joseph Brahim Sey qui a écrit beaucoup de classiques. Ensuite, nous avons Baba Moussafa, malheureusement, qui est mort à 30 ans. Il n'a pas eu le temps d'exposer véritablement tout son talent. Et le 3e nom qui ressort là-bas, c'est monsieur Maoundé Niadaba. D'accord. Et la musique tchadienne est quasiment traditionnelle aussi. Très traditionnelle. En tout cas, bonne leçon d'africanisme là-bas parce qu'ils ont tendance à mettre en première page la musique traditionnelle. Alors tout de suite, je vais vous citer quelques instruments beaucoup utilisés du côté du Tchad. C'est bien sûr la flûte, les grêlettes de Kotokor, les trompes, les kanambus, voilà les kanambus. Il y a aussi du côté du sud les Sahara qui utilisent les tambours, les sifflets, les koundours, les balafons et les harpes. En tout cas, ce sont des instruments beaucoup utilisés du côté du Tchad. Mais ce que les Tchadiens, musicalement parlant, ont réussi à faire ces temps-ci, c'est de allier musique traditionnelle et musique électrique. Voilà, donc modernisme et tradition en même temps, ça donne quelque chose de très très intéressant. Cela a permis en tout cas de révéler certains groupes comme le African Melody et les International Shala. Voici les deux groupes stars du Tchad. D'accord. On va mettre le tampon bien avant de passer à notre sujet du jour. On vous le rappelle, il s'agit des sciences et des technologies. Ici en Afrique, est-ce que les Africains sont condamnés à être d'éternels consommateurs? Voilà, téléphonie portable, computer, ordinateur, véhicules, tenues, etc., etc. Toutes ces inventions nous viennent d'ailleurs et nous sommes un vaste marché aujourd'hui pour le monde entier. Le constat est clair, hein. Chaque président, chaque leader vient en Afrique, c'est pour certainement vendre ses produits à l'Afrique alors que les ressources minières, les ressources qui permettent de fabriquer ces produits-là viennent d'Afrique. Alors, la question elle est là, est-ce qu'on va rester d'éternels consommateurs pendant qu'on sait que notre pouvoir d'achat est bas? Et vous prenez l'exemple de quelqu'un qui achète un smartphone ou une télévision écran plat, vous savez que ça peut faire un budget pour 3 cabines téléphoniques pour des jeunes gens qui sont dans le besoin. Alors le sujet sera lancé tout de suite. Bon, celui qui est là se nomme Frédéric Samara, il fait de la musique traditionnelle tchadienne et on se revoit tout de suite. Maïmouna oula mamana pas question, baba pas question. Mon mari il m'aime, Abdoulaye il m'aime beaucoup, il m'aime, je l'aime beaucoup aussi. Nos amours sont mutuels. Les parents de Maïmouna se sont calmés en écoutant ce mot-là. Les parents de Maïmouna se sont tus. Maïmouna dingam dene ditanangama. Andogo Maïmouna kem gabe se kem. Maïmouna, voilà la conséquence de tutesse. Madame Marie Boula, Daoukoudi, Senanga Bouban, Maïnengodoube, Maïmouna, Jeune Jean de Boula, Daoudeji, Senanga Bouban, Maïnengodoube, Maïmouna, le mari de Maïmouna est mon ami intime. Abdoulaye, mon ami intime. Du beau matin, bah, maudit, c'est Denele Ingarabase Ingaleba, il a ce thème, Aïe Bewama. Denele Ingarabase Moreba, il a ce thème, Aïe Bewama. Abdoulaye ou l'empana, pas conseil, en amour, il n'y a pas conseil, la relation d'amour coupée. Il se nomme Frédéric Samara. Fatou Koulibaly dit Samara, ça veut dire chaussure en malinké. D'accord. Il nous rappelle aussi Nguès Bon Sens. Hein? Ouais. C'est loin de la musique à bruit et tout ça. Mais en tout cas, c'est très bon. Moi, en tout cas, j'adore. On était au Tchad. Hein? Superficie 1 284 000 km², population 10 millions d'habitants, capitale N'Djamena, monnaie. Le franc CFA, fête nationale le 11 août. La semaine prochaine,
On sera dans une autre capitale si on garde le contact. Touré Maïs, bonjour. Sinon, rebonjour. Conférencier international, coach et consultant en efficacité personnelle, président de l'Association nationale des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parlera de l'art de l'efficacité. Travailler 2 fois moins en produisant 4 fois plus de résultats. C'est possible. Voilà, ça paraît, oui, ça sort du commun, mais c'est plus que possible. Alors, je voudrais rapidement dire que la semaine dernière, le mercredi, j'ai parlé de la confiance en soi et j'ai reçu beaucoup de messages pour m'interpeller là-dessus, comme quoi c'était trop court et qu'ils souhaiteraient, les téléspectateurs souhaiteraient que je revienne sur la confiance en soi parce que c'est vraiment important pour eux. Bon, je promets que certainement le mercredi prochain, je vais revenir là-dessus tout en approfondissant un peu. D'accord. Voilà, aujourd'hui on parle justement de l'art de l'efficacité. Le premier point à respecter, c'est d'être mieux organisé. Voilà, donc travailler 2 fois moins en produisant 4 fois plus de résultats. Alors on va faire la démonstration tout à l'heure. Et puis, ça ressemble à quelque chose de chimère. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les gens pourront prendre note et expérimenter. D'accord. Voilà. Donc, premier point, mieux organisé. En fait, vous savez, nous avons 24 heures. Quelquefois, les gens se disent, on n'a pas de temps, on n'a pas assez de temps, il n'a pas assez de temps pour faire ci, pour faire ça. Mais je pense que Dieu, dans sa bonté, nous a donné 24 heures. Il ne faut pas demander plus. Il faut simplement organiser son temps. Il y a toujours du temps. Ce n'est pas la nature ou les circonstances qui nous contrôlent ou qui nous gouvernent. C'est notre conviction, c'est notre perception des choses qui influençons, n'est-ce pas, j'allais dire la nature. C'est nous qui mettons notre empreinte, c'est nous donc qui donnons la vision que nous voulons à ce que nous voulons faire. Voilà. Donc il faut s'organiser dans tous les domaines de la vie. 24 heures, il faut les scinder, ça fait 3 fois 8, voilà, 8 il y a des de temps travail, pour 8 se reposer, il y a des temps pour faire du sport, il y a des temps pour travailler. Et vous savez, malheureusement, les Ivoiriens n'aiment pas travailler. Il faut avoir le courage de le dire. Oui, c'est pas moi qui le dis, mais regardez simplement c'est vous, vous qui venez de le dire. Oui, mais moi je ne fais que faire un constat. Parce que les gens n'aiment pas travailler ici en Côte d'Ivoire. On pense que tout ça qui est dans la facilité. Je le dis parce que vous savez très bien que je ne fais que ça aujourd'hui. En longueur de journée à mon cabinet, je ne fais que recevoir des gens qui viennent m'exposer leurs problèmes. D'accord? Mais je me rends compte, et je ne manque pas de leur dire, les gens n'aiment pas travailler en Côte d'Ivoire. Ils pensent que le succès est un cadeau. Le succès n'est pas un don, c'est un choix. Voilà, il n'y a pas des gens qui sont en bénédiction, c'est-à-dire que Dieu a béni, et d'autres que Dieu a maudit. Nous avons tous les mêmes potentialités, nous avons tous les mêmes aptitudes, nous avons tous le même potentiel chance. Mais vous savez, quelquefois, les gens se disent « je n'ai pas assez de chance, c'est mon destin ». Alors, je vais peut-être malheureusement les décevoir, le destin n'existe absolument pas. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, mais j'aurai le temps de développer ça. Notre destin, c'est ce que nous imprimons dans notre conscience. Les idées qui dominent notre conscience constituent notre destin. Alors les gens confondent un peu le plan divin et le destin. Mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus prochainement. En attendant, le second point, c'est d'obéir au principe de l'amélioration constante et incessante pour être plus productif. Voilà. Donc vous savez, quelquefois, quand on a eu un petit coup de succès, on pense qu'on a réussi. Or, quand vous avez cette façon de fonctionner, ce que vous appelez réussite, qui est en réalité votre zone inconfort, devient inconfortable pour vous. Parce que vous ne faites aucun effort, vous pensez que vous êtes au sommet, vous avez atteint le sommet. On ne peut jamais atteindre le sommet parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais, n'est-ce pas, de créer de nouvelles idées, de prendre de nouveaux risques, d'aller vers de nouvelles aventures. Donc on peut toujours faire un peu plus que ce qu'on a déjà réalisé. Voilà. Et cela demande, n'est-ce pas, de l'amélioration constante et incessante. C'est-à-dire continuer de se parfaire. Voilà. Le troisième point, ne plus remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bon Dieu. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans notre domaine la procrastination. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, je dis aux gens, demain n'arrivera jamais parce que chaque fois que demain arrive, il vient aujourd'hui. On est tous coincés entre hier qui nous a oubliés et demain qui n'a aucune conscience de nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'agir dans le présent. C'est maintenant que les grandes décisions doivent se prendre. Ce n'est pas demain. Parce que demain ne va pas arriver. Et chaque fois que demain arrive, il vous retrouve dans ce même instant, dans cette zone inconfort qui est aujourd'hui. Donc il faut se décider maintenant, n'est-ce pas? Vous savez, une étude a été faite et a démontré que ceux qui échouent à 95% sont des gens qui ne savent pas se décider. Vous voyez? Donc il faut savoir se décider, mais prendre de bonnes décisions parce que ne pas se décider, c'est une autre façon de se décider. D'accord. Voilà. Et changer de psychologie? Alors, vous savez, c'est la psychologie qui fait la différence. Ce qui s'est passé entre
Non, mais pour quelqu'un qui avait une psychologie qui l'amenait dans le mauvais sens, naturellement, il faut doit changer de Ouais, psychologie. mais quelqu'un qui avait Une tête de psychologie, gagnant, n'est-ce pas, qui lui permettait donc d'obtenir des résultats n'a- convaincants, n'est-ce pas, doit améliorer. D'accord. Doit améliorer. Et à ce propos, Armstrong disait, si tu vas aller à un autre niveau de résultat, il te faut simplement changer d'état d'esprit. Si tu ne changes pas d'état d'esprit, tu ne peux que fonctionner dans le même résultat. Voilà. Donc il a des gens, excusez-moi, qui passent leur temps, n'est-ce pas, à se plaindre de leur situation en croyant que les choses, donc par coup de bâton magique, vont changer. Ça ne changera jamais. C'est vous qui décidez, je le répète, de prendre votre vie en main, de la contrôler et de la mener là où vous voulez être. Quelquefois, la vie nous impose un rythme de vie qui n'est pas forcément le nôtre. Mais ce n'est pas la faute aux autres. Quelquefois, quand les gens viennent me voir et que je leur dis, c'est vous qui êtes à 90% responsable de vos échecs, ils sont quelquefois surpris. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude, n'est-ce pas, de tout remettre ou de tout rejeter sur le voisin, sur le sorcier, sur celui qui ne nous aime pas, ou je ne sais pas. Voilà. Je veux dire, il faut donc créer les conditions de sa propre réussite et surtout ne pas laisser de point d'atterrissage à un adversaire. D'accord. Maître Maïs Touré, conférencier international, coach et consultant en efficacité personnelle, président de l'Association nationale des coachs professionnels de Côte d'Ivoire, est en train de nous faire la démonstration qu'on peut travailler 2 fois moins en produisant 4 fois plus. Le dernier point concerne le renforcement du fighting spirit. Voilà. Alors, c'est ce que nous appelons communément, n'est-ce pas, dans notre domaine, le contrôle mental. D'accord? Il faut savoir contrôler son mental. Il faut savoir... Vous savez, il y a des équipes, par exemple, qui ne s'avouent jamais vaincues. Il n'y a de défaite que lorsque vous la reconnaissez. C'est quand vous êtes d'accord ou que vous avez accepté votre défaite qu'il y a défaite. Tant que vous pensez que vous n'êtes pas encore à la touche, hein, vous avez toujours votre mot à dire. Et je pense que nous devons cultiver cette philosophie intérieure, la développer et faire en sorte que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quel que soit ce qui se présente à nous, nous devons être capables de les surmonter. Surmonter veut dire monter dessus. Naturellement, lorsque vous ne montez pas dessus, la difficulté monte sur vous. Et voilà comment beaucoup de gens, malheureusement, se trouvent dehors du hasard au banquet de la vie. Merci beaucoup, Maître Touré Maïs. Chérif Seydina Ahmed, il est tout à fait dans votre sens. C'est ce qu'on demande à l'Africain pour accéder à l'afro-optimisme aujourd'hui. Il faudrait que on puisse obéir à tous ces principes. Oui, mais moi, je voudrais poser une question au maître. J'ai remarqué que maître cite beaucoup les étrangers. Il vient de citer Einstein, mais c'est très rare que dans ces citations, il y a des Africains là-dedans. Donc, je voudrais savoir si c'est une science quand même qui est étrangère à l'Afrique, ou bien si les Africains ne sont pas capables peut-être que de ressurgir dans cette science-là. Ou s'il n'y a pas de modèle, voilà, s'il n'y a pas de modèle africain qu'on doit citer. Il revendique. Il est africaniste, hein, donc, voilà, il revendique. Voilà. Vos citations, vos références sont des références occidentales. C'est une très belle question, mais vous savez qu'on a beaucoup de reproché aux Africains. Je suis même africain, je viens d'une région, j'ai des leaders, moi j'ai eu des leaders, des gens comme ça dont j'ai appris les nouvelles, ils ont écrit. Vous savez, alors il y a des gens qui ont écrit, n'est-ce pas, qui, de par leur propre vie, ont laissé des écrits qui permettent aujourd'hui de travailler. Voilà. Et moi, je veux dire, c'est vrai que je suis africain, que je crois d'abord dans le sens, mais le type d'enseignement que je donne, en fait, c'est un enseignement universel. Moi, je ne prends pas, je ne tiens pas trop compte, n'est-ce pas, des races, des ethnies, je suis blanc, parce que nous travaillons sur l'être humain, de façon générale. Et vous savez, les noirs et les blancs ont les mêmes problèmes. Voilà. La seule chose, c'est que les blancs ont décidé de prendre leur vie en main et donc de faire avancer les choses. Mais les noirs, sans qu'ils n'ont pas compris, c'est tout le problème. C'est réglé. Bon, non, c'est pas réglé parce que l'homme est un être social. L'homme est un être social, on n'a pas les mêmes problèmes. Bon, peut-être qu'une autre fois, on aura le temps de discuter. Sinon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Maître. Merci beaucoup. Bon, on se revoit après ce qui va suivre, Madame, Monsieur, le sujet du jour. Est-ce que les Africains sont condamnés à être d'éternels consommateurs? Nous sommes dans le domaine des sciences et de la technologie. On produit moins ici, en tout cas, et aussi on importe beaucoup, surtout
le matériel qui nous sert aujourd'hui à développer nos activités. Or, il y a des cerveaux, il y a des savants, il y a de la possibilité de créer des produits africains qui pourront être à moindre coût et aider les Africains à aller de l'avant. Le 22 42 54 sera ouvert dans seulement quelques instants. Mais en attendant, il y a beaucoup de réactions sur la toile. Nous disons déjà bonjour et coucou à toutes ces personnes qui réagissent. Djamaïti Le Route, le roi Salomon, Suleiman Kanté, Ben Pek, qui est le fils à Auré Likin, et aussi Mohamed Fadigam, Abdel Diman, Niki Mini, qui est en confrontation avec Armand Roland Mohan, parce que il s'est engagé un clash là sur la page. C'est vraiment chaud. On va vous donner le point tout de suite. On se revoit tout à l'heure. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'amène. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur nom. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... Pas quelque chose aussi. On a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Sciences et technologies. Les Africains seront-ils d'éternels consommateurs? Mardi. Comment stimuler les Africains à produire des biens de consommation accessibles à coût réduit? Mercredi. Les relations conjugales. Est-il bon de raconter son passé à son conjoint? On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Voilà, nous avons posé des questions à des personnes en ville qui ont réagi sur le sujet du jour. Il y a de l'optimisme, mais aussi il y a du pessimisme. Notre mission ici, vous la connaissez, c'est de développer l'afro-optimisme, faire en sorte que l'Africain sache que des choses positives peuvent avoir lieu à partir de ses racines et de sa base, et que ce n'est pas être déraciné, qu'être plus proche en tout cas de ses racines. On se revoit donc après ce qui va suivre et tout de suite, on aura l'occasion d'ouvrir le débat. L'Afrique ne veut pas évoluer, parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas évoluer. Voilà, nous voulons toujours rester derrière, les autres n'ont qu'à faire, puis nous on va consommer. Parce que l'Afrique est pauvre qui consomme les produits des Européens. Nous-mêmes, en Afrique, nous produisons des trucs que nous ne consommons pas. Je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, nous, on ne fait pas de voitures, ni d'appareils ménagers, ni de portables, ni de trucs. Donc, c'est pour cela qu'on est obligé de payer. L'Afrique a été toujours en retard parce qu'ils nous préparent les choses à la main. Ils ne font pas concrètement ce que... Disons que ce que nous produisons ne peut pas rapporter à la population. L'Africain même, il n'aime pas partager sa petite connaissance. Et puis bon, quand on sait quelque chose, on ne veut pas que les autres sachent pour garder pour soi-même. On tend sa main l'Afrique en retard sur beaucoup de choses. Voilà, 22 42 54, madame, messieurs, vous aurez l'occasion de réagir, nous interrompre à chaque instant et donner votre opinion. C'est une inquiétude. Est-ce qu'on va rester d'éternels consommateurs? Est-ce qu'il n'y a pas espoir un jour que nous fabriquions des véhicules, des outils que on achète vraiment cher aujourd'hui et qui vont profiter à une bonne partie de la population? Prenez l'exemple de l'Internet par exemple. Quelques foyers l'ont et c'est presque un luxe aujourd'hui. Or, ça permet d'aller très vite et très vite. Alors, Seydina, est-ce que ça a été toujours comme ça en Afrique? Est-ce que ça a été toujours ainsi? Non, ça n'a pas toujours été ainsi. Parce que dans l'histoire, nous savons très bien que l'Afrique a donné presque toutes les sciences que nous voyons aujourd'hui. L'Afrique a donné l'agriculture et les outils de l'agriculture. L'Afrique a donné la mathématique. L'Afrique a même donné un nom prestigieux aujourd'hui à une capitale occidentale que tout le monde adore, en l'occurrence Paris. Ah bon? Oui, Paris veut dire palais 6, ça veut dire que palais de la reine Isis. Isis, c'est une reine égyptienne. Alors, donc si l'Afrique a donné tout ça au monde, je pense que l'Afrique n'était pas quand même, l'Afrique n'était pas avant celle qui consommait tout, mais l'Afrique exportait. Voilà. D'accord. C'est ce que je peux dire. Et comment est-ce qu'on a pu se retrouver comme ça aujourd'hui, cher ami Diop? Comment est-ce que la situation a pu être retournée, je veux dire, à notre défaveur, entre guillemets?
Déjà, on est passé des producteurs, d'importateurs, d'exportateurs à importateurs, donc consommateurs à souhait. On est passé par là parce que, arrivé un moment, il faut reconnaître, il y a eu la pénétration des puissances, et puis après, ils nous ont désarmés, comme on le dit, de toutes nos connaissances, et parce que nos connaissances étaient considérées comme des connaissances malsaines, et qu'il fallait copier ce qu'eux, ils amenaient chez nous. Et après, nous, on copie, comme je disais la dernière fois, on ne va jamais les rattraper. Ils vont toujours fabriquer et nous, on va consommer. Et c'est un grand marché de consommation pour eux. Donc, jamais, si on ne retourne pas à nos racines, comme on le dit toujours, si on ne retourne pas à nos racines, c'est-à-dire certaines valeurs qu'on a, on va rester consommateur. Ça, c'est obligé. D'accord. Mais voilà. Pendant ce temps, il nous a rejoint M. Satigi Kone. Il est auteur, il est aussi le président de la FEDOSI, une fédération d'ONG de développement, c'est ça, ici en Côte d'Ivoire. Après l'élément qu'on vient de voir, on reproche aux Africains de cacher leur savoir, de travailler en vase clos, etc. etc. Est-ce que l'environnement est propice à ce que l'on veut aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte que la connaissance soit diffuse et que tout le monde en profite? Bien, moi, je salue déjà tous les téléspectateurs. Je pense que je partage le point de vue de Chekna parce qu'il faut reconnaître qu'en préparant l'émission, j'ai fait des découvertes qui me fondent à penser et même à avoir pour conviction que l'Afrique n'est pas que consommatrice. Ça, c'est un peu le constat. Parce que lorsqu'on parle de sciences et techniques, on a toujours tendance à voir ce qui sort d'une usine. Parce que je me suis rendu compte que d'éminents Ivoiriens, même, je le dis, d'éminents Ivoiriens, comme le professeur Echiman, que je cite ici, mes recherches m'ont permis de comprendre qu'il donnait des cours en cancérologie et même en opération dans des grandes capitales du monde, dont dans la science médicale. Il y a des grands penseurs. Et je vous dis, Mohamed, j'ai réfléchi ce matin à notre professeur Nyangora Bois, qui a développé ce qu'on appelle la drumologie, l'étude du son des tambours. Et puis je me suis dit, mais imaginez un Américain qui avait pu développer cela chez eux. Je réfléchissais et puis je me suis dit, mais ça serait une terrible arme de guerre. Parce qu'ils seraient capables, par exemple, de communiquer entre eux. Mais puisque c'est un Ivoirien, on l'a peut-être réduit à la culture d'un certain groupe. Mais donc, je suis arrivé à la conviction avant cette émission que l'Afrique n'est pas que consommatrice. D'accord. 22 42 54. On va aller à Gagnoa retrouver M. Laté. M. Laté, si on ne se trompe pas de nom. M. Laté. Oui. Ouais, vous avez passé un record au standard. On s'en excuse, on vous écoute. Bon, moi je pense que l'Afrique, puisque je suis positif, doit penser à changer. Parce que nous avons tout. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la connaissance. La connaissance n'appartient pas aux Blancs seulement, mais à tout le monde entier, Noirs, Chinois, Américains, tout le monde. Mais ce que nous remarquons, nous n'aimons pas checker et mettre ce que nous produisons nous-mêmes, nous ne voulons pas consommer. Voilà le problème. Et quelqu'un disait que le problème de l'Afrique, c'est qu'on produit des choses qu'on ne consomme pas et on consomme des choses qu'on ne produit pas du tout. Voilà. Voilà. Mais c'est dû à quoi, à votre avis? Nous devons continuer les recherches. C'est-à-dire, tout ce que les Africains vont trouver, il faut qu'il y ait des gens prêts à financer pour que les Africains consomment. D'accord. Allô? Oui, vous êtes en direct. Hein? Oui. Donc, deuxièmement aussi, regardez chez nous, aujourd'hui, on veut que des investisseurs arrivent. Mais les gens viennent investir. Mais qui gagne? C'est eux qui gagnent. Nous, on se réfère seulement pour le salaire. Non, mais le salaire aussi ne peut jamais nous aider. C'est mieux que rien, non? C'est mieux que rien. Non, mais il faut qu'on paye le prix. Il y a un prix à payer. Il faut qu'on accepte. Tant qu'on va rester au niveau salaire, nous allons toujours rester au niveau consommateur. Ah, d'accord. Vous voyez, voilà le problème. Il faut qu'on apprenne à investir. L'investissement signifie que c'est des risques que nous devons prendre. Mais nous ne sommes pas prêts. Donc il faut que cela change. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien de choses à ceux qui nous suivent depuis Gagnoa, Benjerville, M. Kanté. Bonois, excusez. D'accord, merci. Merci. Tout à l'heure, on va aller à Benjerville retrouver M. Kanté. Mais en attendant, il se nomme Jamaïti Le Route. Il est sur notre profil Facebook. Il dit ceci. J'ai vu quand il venait prendre tous ces sons, hélas, les médias africains ne jouent pas un rôle de patriotisme. Quand j'ai produit mon reggae Yachana,
je n'ai eu personne pour me soutenir. C'était un artiste qui avait produit un reggae à la sauce africaine, donc c'était un reggae Yakana. Et il dit ceci, il a vu beaucoup d'étrangers venir prendre ses sons pour aller les exploiter. Le roi Salomon dit ceci, il a dû constater que nos politiques ne privilégient pas l'entreprise et ne soutiennent pas les entrepreneurs. Pourtant, en France, l'entrepreneur est classé au premier rang avec toutes les opportunités qui l'accompagnent. En effet, l'Afrique doit connaître une explosion politique et une prise de conscience des acteurs afin de permettre à la jeunesse africaine de produire et d'autoconsommer. Nous continuons toujours, nous retrouvons M. Souleymane Kanté qui nous dit ceci. Nous serons des éternels consommateurs de produits étrangers si ces produits étrangers sont imposés par les médias et par les États. Bon, ça l'engage. Et aussi, M. Mohamed Fadikam, les habitants du berceau de l'humanité créent à leur niveau. C'est une question de matière grise. Abdel Ediman, ce sera le dernier. Tout à l'heure, on partira au téléphone. L'exemple des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sert aujourd'hui aux Africains. Les États africains parlent d'émergence. Je peux dire que d'ici quelques années, des pays africains seront producteurs dans tous les domaines, car les cerveaux ont commencé à retourner en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire. Alors, Benjerville, monsieur... Ah, mademoiselle Kanté, d'accord. Mademoiselle Kanté, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a espoir, à votre avis, que les choses changent? Il y a un espoir seulement si les dirigeants prennent les choses en main. Les dirigeants, pas... Vous savez, oui. Est-ce que les dirigeants n'ont pas beaucoup de choses à faire comme ça? Est-ce qu'à un certain niveau, on ne doit pas compter sur soi? C'est le rôle des dirigeants de prendre les choses en main. Parce que ce débat-là, il y a eu lieu depuis des décennies. Moi, j'étais encore petite quand je suivais la télévision. On parlait de l'Afrique qui doit évoluer, qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Les Africains sont super intelligents, très intelligents. Il y a un monsieur sur le plateau tout à l'heure qui parlait du professeur Eshiman. Il n'est pas le professeur Eshiman n'est pas le seul. Il y a des savants en Afrique ici. Alors si on doit chaque fois laisser les Européens décider à notre place. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas évoluer comme ça. On ne peut pas évoluer comme ça parce que le petit investisseur, le petit entrepreneur a son idée, il veut monter sa petite entreprise pour employer plein de personnes. Mais il se trouve face à des documents, par exemple, qu'il doit remplir. Quand il tourne, il voit la concurrence quelque part là-bas et que je vais appeler ça une concurrence de taille, genre un investisseur de l'Europe qui a déjà une idée sur ce qu'il veut entreprendre. Du coup, on va lui mettre les bâtons dans les roues. D'accord. Donc, si on se résume, vous avez fait cas de lourdeur administrative, ça c'est d'un. Et puis de deux, il s'agit aussi d'accorder de l'importance et aussi d'avoir un intérêt pour ce qui est créé ici. Parfois, on regarde ça de haut, c'est ça? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à Benjerville. On sera tout de suite sur l'aile droite du plateau. Si c'est possible, on va prendre celui qui nous appelle d'Abobo et on sera avec Patrick Ndiakan tout de suite. Floriane, commune d'Abobo. Floriane, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous ce jour-ci sur On garde les contacts. On vous écoute. Vous croyez que la faute est à qui, à votre avis, le fait qu'on soit des consommateurs aujourd'hui? Moi, je pense que l'Afrique peut évoluer. On peut? Oui, on peut évoluer. Parce que l'Africain, il faut qu'on arrive à s'entendre entre nous-mêmes. Vous voyez, il y a un problème au niveau de l'Afrique. C'est que quand un Africain voit son frère réussir, il n'est pas content. Or, on peut prendre la peine de demander à ce dernier-là comment est-ce qu'il a fait pour avoir ce qu'il a. Mais au nom de le faire, on ne le fait pas, mais on cherche à le faire du mal. C'est pourquoi nous sommes encore derrière. Donc moi, je veux dire aux Africains que de s'attendre, de se partager des idées pour qu'on puisse mieux évoluer, pour ne pas rester en arrière. Sinon, on a beaucoup de capacités pour avancer. Merci. Vous voyez?
D'accord. Merci. C'est ça. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup, Floriane. Patrick, vous voyez tout cela d'un autre œil? Bien sûr. Moi, en tout cas, moi, je le dis avec un goût amer, mais pendant un bon moment, nous serons des consommateurs, sincèrement. Tant que l'accent ne sera pas mis sur la valorisation des créateurs, il y aura un véritable problème. Parce qu'au niveau interne, les Africains ont un problème. On est peut-être spécialiste en ce qui concerne l'état embryonnaire de certaines choses. C'est bien beau de dire telle personne a vu telle chose le premier ou telle personne a vu ça le premier. Mais en ce qui concerne le développement pour que cela puisse être serviable pour les autres nations, je pense qu'à ce niveau, les Africains doivent fournir des efforts. Et quand j'ai eu le plaisir de poser certaines questions aux gens de la même génération que moi, c'est quasiment les mêmes réponses qu'on a eues, comme je l'ai aujourd'hui sur ce plateau. Et ils les appellent les blessés des médias. Oui, ouais, les blessés des médias, mais je veux dire, c'est un tout. Aujourd'hui, il sera plus facile pour un occidental ou un américain blanc de venir dire, voilà, j'ai créé telle chose. Il sera tout de suite reçu sur un média par rapport à un noir qui viendra pour dire, voilà, je viens de faire telle découverte. On va dire non, va vérifier d'abord, est-ce que c'est efficace, est-ce que. Donc, il y a tellement de questions qui refont surface quand il s'agit de mettre en valeur un Africain qui vient de découvrir ou de créer quelque chose par rapport à une personne étrangère sur la première place. Voilà, voici le clash. Niki, Mimi et Armand sur la toile. Bien sûr, je pense que les Africains vont rester consommateurs puisqu'on refuse de se mettre au travail avec tout ce qu'on possède. Et l'autre répond, je ne crois pas, mademoiselle, parce que car ne pensez-vous pas que ceux de qui vous faites les éloges aujourd'hui sont passés là où les Africains que nous sommes passés. Est-ce que vous prenez la peine aussi de connaître le passage de la Chine, de l'Inde et du Japon parce qu'il s'agit de passages parfois obligés de traverser des déserts qui font qu'on finit par prendre conscience et on finit par s'affumer. Et la demoiselle réplique, elle dit ceci, justement, quand tu as la foi, même question, justement, quand tous à la fois, on est de mauvaise foi, on est sûr et certain qu'on n'ira pas très loin avec des pensées, y compris celles que vous venez de soutenir. En tout cas, ce sont des écritures qui se font en même temps, donc comprenez pour la vélocité dans la lecture. Alors, Diop, on va sincèrement essayer d'examiner le problème sous un bon prisme. C'est-à-dire que, est-ce que la réalité ne nous donne pas à comprendre que le retard est pratiquement consommé? Le retard n'est pas consommé. Moi, je ne pense pas qu'il y a un retard consommé parce que ces mêmes chercheurs dont on parle aujourd'hui, les grandes trouvailles dont on parle aujourd'hui, les Africains sont impliqués dans ces trouvailles-là. Quand tu prends le fait qu'il y ait la vie sur Mars, Cheikh Modibo Diarra a participé à ça, il est malien, il n'a pas la peau blanche. Et il a pu prouver qu'il pourrait avoir vie sur Mars. Ils lui ont confié le projet Pathfinder et il a mené le projet jusqu'au bout. Mais il n'a jamais été blanc. Et puis, moi, je pense que le véritable... Mais ce n'est pas trop futuriste, ça? Je veux dire Mars. Non, c'est une manière de dire, parce que quand on parle de technologie aujourd'hui, la NASA, c'est la pointe de la technologie. Donc, je veux prendre un exemple qui se trouve à la pointe de la technologie pour dire qu'aujourd'hui, on est au même niveau. Et la deuxième chose, on a deux problèmes en réalité. On a un problème avec notre système. Comme il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, il dit, on ne fait pas la promotion des créateurs africains. Souvent, tu viens, tu trouves, il y a des créateurs, ils ont trouvé certaines choses pour faciliter la vie aux Africains, par exemple. Mais lui, il vient avec son projet, il est tellement sûr de son projet, et quand il vient expliquer, souvent, on le prend pour un fou. Jusqu'à ce que lui-même, il se décourage. Et tu vas voir, une autre personne qui a un grand nom, ou bien qui vient d'une grande structure, amène le même produit, et tout de suite, tout le monde groupe dessus. La deuxième chose, c'est nous-mêmes. Écoutez, je prends un exemple tout simple, le savon. Vous savez qu'on a un savon fabriqué localement ici, par exemple le savon noir qu'on peut fabriquer. Mais qui va se laver avec? Pourquoi personne se lave avec ça? Oui, mais parce qu'on est la copie textuelle de l'Occident. On a oublié qui on est. Tu prends l'huile.
prenons l'huile. On a transformé l'huile il y a longtemps. Même avant que les Européens arrivent, l'huile a été raffinée par nos ancêtres. On est parti de l'huile très traditionnelle à l'huile un peu tout. Mais il suffit qu'un Africain il ait une position sociale vraiment bien. Il commence à consommer l'huile d'olive, l'huile de... et il abandonne l'huile de palme. D'accord. Satigui? Bien, moi je pense que je vais peut-être préciser une chose. Aujourd'hui, est-ce que l'objectif même de l'Afrique, c'est de fabriquer tout sur place par des Africains? Ça, c'est un premier point que je voudrais qu'on évoque. Parce que nous sommes quand même, comme l'a dit Marc Luan, nous sommes dans un village planétaire. Aujourd'hui, si on se met à fabriquer un téléphone portable, on mettra peut-être 10 ans avant d'atteindre le niveau de certaines marques qui sont bien connues sur la place. Mais est-ce que l'Afrique ne devrait pas s'appuyer sur d'autres valeurs qui ne sont pas déjà, n'est-ce pas, à 100 ans, 200 ans d'avancée sur d'autres continents, pour au moins proposer quelque chose dans ce monde du donner et du recevoir? Voici la question que moi je voudrais qu'on développe. Parce que je le répète encore, je vous dis, j'ai assisté récemment à un film qui était fait par une grande maison de cinéma américaine. Mais ils ont des modes de communication qu'ils ont pu tirer par exemple de la culture hindoue ou indienne qu'ils ont trouvé sur place. Et je reviens toujours à ma drumologie, qui est quand même c'est une richesse ivoirienne, une richesse qui pourrait même devenir africaine. Vous devinez un peu un message qu'on pourrait par exemple transmettre à des troupes sur le terrain. Un téléphone commun. Par exemple, c'est pas un mais téléphone qui ne pourrait être perçu que par des initiés. Communautaire. Mais vous allez voir que tout ce qui vient de l'Afrique, la question de mentalité est fondamentale. Hier, je passais dans les rues d'Abidjan et j'ai vu une promotion, un produit qui est présenté, on dit du beurre de karité, je ne fais de la promotion. Mais j'ai ri, j'ai dit, vous voyez, moi depuis que je suis petit, dans mon village tout petit dans le nord de la Côte d'Ivoire, je me suis frotté avec du beurre de karité. Et souvent quand tu te mettais du beurre de karité, excusez-moi, les jeunes filles se moquaient de toi. Voilà, Tati m'a dit, mais j'ai vu ça hier avec des écritures non africaines. Ouais. Bien emballées et tout ça. C'est vous dire qu'on a un sérieux problème de mentalité. On n'est pas aussi pour qu'on le prenne. D'accord. Commune de Cocody, M. Tia est en ligne avec nous. Tia, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Vous avez eu la chance d'avoir un bon nombre d'opinions sur la question. Oui. Est-ce que vous partagez l'opinion d'abord qui dit que l'Afrique sera consommatrice? Oh, ok, bon, merci beaucoup. Voilà, bon, moi je suis... je ne vais pas être long. Voilà, je dis seulement que les Africains ne doivent pas se sous-estimer. On ne doit pas se sous-estimer, mais seulement qu'on doit faire la promotion de nos chercheurs, mettre en exergue nos chercheurs. Voilà, et ça, on n'en fait pas suffisamment. On n'en fait pas suffisamment. Sur la RTI2, il y a une émission, je ne sais pas... L'invention à nos portes. Voilà. Et je crois qu'on va en faire, mais on ne va pas nous montrer les résultats. On va montrer ce que les chercheurs ont trouvé, mais à la fin, on ne va pas montrer la portée de la chose, comment on appelle ça? Comment ça impacte sérieusement l'utilité du produit, peut-être? Oui, c'est ça. D'accord. Donc vous dites... Je prends l'exemple de comment on appelle ça, de l'Africain qui a trouvé la tablette pour l'Afrique. La tablette pour l'Afrique. Pour moi, franchement, j'attends cette tablette en Côte d'Ivoire. Parce que où je passe, je cherche puisque le prix aussi est abordable. Je passe partout, quand je demande aux techniciens, on dit que ce n'est pas encore arrivé, je ne sais pas s'il y a un système qui bloque. Voilà, donc je pense que nous, bon, tout à l'heure la jeune fille a parlé d'autorité, mais les autorités doivent nous permettre de pouvoir consommer nous-mêmes nos produits. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut qu'ils arrivent à cela. Parce que nous voulons consommer nos produits. Et ça sera... Il faut qu'on ait ça sur le marché, il faut qu'on en trouve. D'accord. Et ça sera donc une chose d'inventer, une chose aussi de l'écouler, de faire en sorte que ça arrive à atteindre les quatre coins du pays ou encore du continent. Merci beaucoup. Tout à fait, merci. Ils pensent comme vous, ceux qui sont dans cet élément qui a été réalisé par iTélé, un élément qui présente les inventeurs et les savants africains comme les oubliés de l'histoire. Pourtant, les cerveaux existent en Afrique et vous allez le constater tout de suite.
Lorsque l'on parle de l'inventeur de l'ampoule, on fait le plus souvent allusion à Thomas Edison. Pourtant, cette trouvaille n'aurait pas vu le jour sans cet homme, Howard Lewis Latimer, un noir américain né à Chelsea, un fils d'esclave qui en 1882 découvre le filament de carbone. Associé à Edison, Latimer contribua à la réalisation de l'ampoule que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, le monde scientifique n'était pas tout blanc. L'interrupteur de lumière que tout le monde a chez soi a été inventé donc par un monsieur qui s'appelle Granville Terwood. On peut parler aussi de l'invention du feu tricolore qui a été inventé par Garrett Morgan. On peut prendre aussi Charles Drew qui est le père de la transfusion sanguine. Et pourtant il faut savoir qu'il n'a jamais pu enseigner à une école, dans une école où il y avait des blancs. Dans l'histoire des génies de la science, celle des inventeurs noirs demeure un sujet tabou dans nos livres d'école. Une réalité qui fait bondir Barsha Bauer, producteur d'un documentaire sur ces savants volontairement oubliés par les historiens. Ce désavantage est inadmissible dans notre société, qu'on privilégie une communauté scientifique par rapport à une autre communauté qui n'a pas forcément la même histoire et qui a fait des inventions qui sont marquantes pour notre société et qu'il faut les faire connaître. La démarche aujourd'hui doit être une démarche scientifique. Parce que de toute façon, il n'y a pas de race supérieure et de race inférieure. Quand vous mettez sur les murs d'un établissement scolaire que tous les plus grands hommes de l'histoire de l'humanité sont tous blancs, vous avez agressé l'intelligence de l'arabe, vous avez agressé l'intelligence du chinois, vous avez agressé l'intelligence du noir. Et je pense qu'il faut aujourd'hui mettre un terme à ce genre de choses, parce qu'on se retrouve devant une jeunesse qui est complètement marginalisée et qui se réfugie dans la violence. L'artiste guadeloupéen Ivan Voice de l'association Archives rend hommage aux inventeurs noirs oubliés. Avec sa chanson « On nous doit la vérité », il voudrait bien mettre fin aux clichés raciaux. Ça nous a permis un petit peu, d'une façon ludique, de pouvoir généraliser, informer, vulgariser le plus possible aux Antilles, puisque le clip est visionné aux Antilles. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont très contents de cette initiative. Voilà, on peut dire qu'il y a espoir. Sur la toile, M. Paulin Djebi dit que l'Afrique dispose du vivier humain nécessaire pour devenir un vrai producteur en matière d'éthique. Malheureusement, les États africains constituent eux-mêmes un frein à l'émergence véritable de ce secteur économique. Les contraintes au nombre desquelles les taxes et impôts insensés bloquent aujourd'hui toutes les initiatives des scientifiques et opérateurs économiques africains qui voudraient investir dans ce secteur. Outre cet aspect, les gouvernants africains ne créent aucun cadre incitatif. En définitive, ces difficultés, si elles ne sont pas résolues, les Africains vont longtemps faire du continent un continent de gros consommateurs des produits venus d'ailleurs. Et bien entendu, cette situation ne créera jamais une valeur ajoutée réelle pour les économies africaines. L'autre, il est plus radical, se nomme Wilson. Il se nomme Wilson, il est plus radical, dit en tant que médias africains, arrêtons de faire la publicité des produits venus d'ailleurs. Bon, le monde c'est un tout, on ne va pas baigner dans ça, il faut bien au contraire inciter les Africains à consommer africain et aussi inciter les créateurs africains à être dans ce grand concert-là, parce qu'on est fort par rapport à un autre. Sinon, on va tomber dans une forme d'évolution qui sera à la longue préjudiciable. Acier Scipion dit ceci: nous serons des consommateurs parce que nos États africains n'encouragent pas assez bien la recherche dans ces secteurs. Combien d'États africains mettent dans leur budget au moins 2 milliards dans la recherche scientifique, alors que c'est un secteur rentable? Sinon, les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie, la France n'allait pas investir dedans. Et si on veut toujours acheter et dire avec nos dents jaunes, blancs et forts, ce sont des sorciers, alors là, oui, nous serons d'éternels consommateurs. Cependant, il y a de l'espoir quand on regarde certains jeunes inventeurs que vous nous révélez sur RTI 2. On s'est dit que non, un jour, on ira aussi sur la Lune et même sur le Soleil, car en Afrique, on a des génies à l'état brut capables de créer et d'améliorer des produits. Exemple, le CNRA, c'est une fierté pour nous. Certes, la route est encore longue, mais pas impraticable. On salue également tous ceux qui réagissent ainsi. Il y a M. Bengui Soumoul, Adam Diomandé, Serge Edouard Ekra, Lange Koulibaly, Yao Chal Kwaku qui dit ceci: les États africains doivent pratiquer l'autosuffisance et dans tous les domaines, y compris les sciences et la technologie. Cela peut se faire par l'apprentissage, en envoyant le maximum d'étudiants à étudier dans les pays comme le Japon, la Corée et la Chine, et ensuite beaucoup financer la recherche et créer des structures qui prendront en compte ces étudiants après leurs études pour rendre ce qu'ils ont appris dans ces pays-là afin que nous en profitions. Alors, M. Satigui,
on a le chaud et le froid hein, dans ces réactions. Certains sont radicaux, d'autres trouvent qu'il y a espoir, d'autres trouvent qu'il faut attendre un tout petit peu encore parce que si on veut se lancer à l'assaut de ces puissances-là, ça pourrait être vraiment difficile comme course. Et vous, votre opinion finale? Moi, j'estime que l'Afrique a un problème de psychologie globale. Vous savez que ce n'est pas souvent facile d'envoyer des étudiants dans ces pays et de toujours leur courir derrière pour dire revenez au pays. Ils reviennent dans quelles conditions et avec quels moyens? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les différentes visites de nos chefs d'État, ils sont pratiquement, je ne dirais pas à genoux, mais en tout cas, ils insistent pour que les intellectuels africains qui sont à l'étranger rentrent dans les différents pays. Donc, il n'y a pas un déficit d'intellectuels, il n'y a pas un déficit, j'ai envie de dire, d'idées, mais c'est peut-être l'atmosphère globale de nos pays qu'il faut améliorer pour que les cerveaux reviennent. Conclusion, Seydina? Bon, on avait tellement dit dans ce sujet, mais ce n'est pas grave prochainement. Je pense qu'en réalité, c'est une volonté politique qui manque. Parce qu'il y a trop de complexité, il y a trop d'ignorance. Ça fait qu'on ne peut pas quand même évoluer, quoi. Vous voyez, c'est tout ce que je peux dire dans ça. Il faut qu'on lutte contre le complexe et contre l'ignorance. Allez, j'allais dans le même sens que M. Seydina. Il faut briser le complexe, il faut mettre en valeur les créateurs pour que nous puissions enfin consommer africain. Et enfin, Ismaël Diop. Moi, je pense qu'il faut déjà, il faut former les gens, il faut former les jeunes et il faut former selon la demande. Parce qu'on a plein de personnes qui sont formées, mais ce qu'ils vont produire n'est pas adapté à la réalité de nos pays. D'accord, voilà. Ça sera le mot de la fin. Demain, nous serons sur le sujet suivant, comment stimuler les Africains à produire afin que l'Africain moyen puisse se servir à souhait et à volonté. Voilà, 22 42 54, on sera là avec une bonne partie de cette équipe. N'oubliez surtout pas notre signature. Dans la vie, si la route vous manque, tracez-la vous-même. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On se retrouve demain. Ne jamais